Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Et si les mots qui minent le Cameroun sur le double plan socio-politique étaient l'absence de consensus autour du système électoral et la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. À cette conclusion, plusieurs acteurs politiques et membres de la société civile y sont parvenus et pensent qu'il est grand temps pour que les lignes bougent. La loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral en vigueur depuis le double scrutin législatif et municipal de 2013 jusqu'aux élections de février 2020 et même l'ensemble du système électoral sont à chaque fois source de contestation de la part de supposés perdants. Et dans un contexte dominé depuis bientôt 3 ans par un conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest, des amis du Cameroun en appellent pour certains, comme l'Union africaine, à une relecture des textes régissant les élections pour clarifier certaines dispositions sujettes à des interprétations divergentes. Le Parlement européen, dans l'une de ses résolutions sur le Cameroun en 2019, souhaitait que cette révision se fasse avec tous les acteurs politiques avant toute nouvelle élection. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Crise sociopolitique au Cameroun, comment s'en sortir? Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau des acteurs politiques et même de la société civile. On va commencer par l'un d'eux. Chia Fidelis, you're welcome, sir. Thank you, sir. I'm grateful you invited me to your program today. Okay, you're welcome. Thank you. Fossin Zoujou, bon retour. Merci Serge Alain de parler de retour. Justement, ça fait plusieurs mois que je n'avais plus fait de sortie médiatique. Oui. Et pourquoi? Oui, c'était dû à mes... Le Covid aussi? Non, pas forcément. Déjà, j'avais un vaste programme de formation en élevage et en agriculture à travers le pays. Oui. Et... La terre ne manque pas? Oui, la terre ne manque pas, surtout si l'on est accompagné. On ne peut pas le dire parce que les cultivateurs de tomates ont compris que même si la terre ne ment pas, elle peut précipiter ta mort vers elle. Donc j'ai terminé la première partie et je compte reprendre cette vague de formation d'ici le mois prochain à partir de la région du sud et du centre. J'étais à Bamenjo à l'ouest avant-hier pour clôturer la première vague. Au village, Bamenjo, au village. Parce qu'il fallait justement chuter chez soi après avoir fait le tour du pays. On n'est rien sans son village, hein, faut-il dire. Oui, justement, mais sauf que notre village, c'est le Cameroun, même s'il y a un point où on est né, on n'est rien ça là parce que on a là-bas de lointains souvenirs. Voilà, on sait qui nous regarde en ce moment, hein. Le roi, Soukoudjou. Oui, j'espère. Un fidèle téléspectateur Equinox Soir. Parce qu'il n'a jamais raté l'émission Equinox Soir. Il estime justement que cette émission est celle même qui va permettre au peuple camerounais de trouver son changement, parce que c'est sur ce plateau que beaucoup de choses se disent désormais, et il me l'a même dit, voilà, de manière confidentielle, que Equinox Soir, c'est son émission préférée. Voilà, merci. Vous lui rendez la politesse. Il nous regarde en ce moment, Sa Majesté. À côté de vous, un autre qui a habillé comme une majesté. Hein? Didier Imkwa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Serge Alotou, bonsoir à tous mes compagnons, bonsoir à des millions de téléspectateurs. Si tu me permets, je voudrais surtout témoigner ma reconnaissance à tous ceux-là qui m'ont envoyé des messages de réconfort après le décès de mon papa. C'était le 27 juin passé. J'étais assez, comment dirais-je, requinqué parce que je perdais là un allié, plus un père, mais un allié politique, quelqu'un qui a travaillé dans la gendarmerie
camerounaise, formée à Clermont-Ferrand, sur les questions de renseignement prévisionnel. Donc à chaque fois, lorsque vous m'invitiez sur votre plateau, lorsque le sujet avait trait aux questions de sécurité, je me référais à lui parce qu'il soutenait mon combat, et surtout mon combat écologique. Donc, c'est lui qui m'avait dit un jour qu'une armée, quelle que soit sa puissance de feu, une armée qui ne s'appuie pas sur les renseignements prévisionnels, sur sa population, ne peut pas vaincre une guerre. Okay. Donc je garde de lui cet allié. J'espère que de là où il est, il nous regarde. Ok. Didier Impoa du FSNC. Voilà. Oui, je suis. Également. Oui, je suis du FSNC avec comme président national, son illustre président national, M. Issa Chiroma. Nous sommes un allié du RDPC, pas un aliéné ni des commensaux. Donc ne soyez pas surpris que je porte des réflexions épistémologiques qui ne vont pas à l'encontre de mon allié qui a quand même une majorité assez forte à l'Assemblée nationale et au Sénat. Notre rôle, notre mission qui est tribunicienne, c'est de secouer notre allié pour que... vous secouez votre allié? Oui, pour qu'à chaque fois qu'il pense à renouveler le contrat social. Vous savez, il y a un adage dans mon village à Bazou qui dit que lorsque vous dansez avec un aveugle, de temps en temps, il faut le toucher pour qu'il comprenne qu'il n'est pas seul sur la piste. Je ne veux pas dire que mon allié est un aveugle, loin s'en faut. Okay. On va donc passer la parole à votre allié sur le plateau. Mon ami... Charles Lisan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Voilà, monsieur le maire, on vous a appelé avant, vous êtes conseiller municipal. Voilà. Et Charles Lisan, est-ce que vous êtes d'accord avec... il y a le professeur Kamto qui a fait une sortie ce week-end, il pense qu'il faut d'abord résoudre la crise anglophone et revoir... il faut qu'il y ait un consensus autour du système électoral avant toute future élection. Permettez-moi d'abord de souhaiter un séjour allègre au commandant Bétam Benoît, qui était l'un des très grands pilotes de la Camerco plus tard, avec la tourmente que l'entreprise connaît. Et il sera enterré ce week-end chez lui là-bas dans le Mbam. Donc souhaitons-lui un bon voyage et un repos très doux. Maintenant, pour revenir à votre question, tout esprit, je ne vais pas rentrer dans la politique politicienne, parce que tout esprit normal, toute personne qui estime que le pays doit avancer, effectivement, le préalable serait que les 8 autres régions ne peuvent pas avancer sans que les 2 autres restent à la traîne. Il est clair qu'on doit d'abord résoudre définitivement ce problème dans le Nozo. Ensuite, quand on a la paix dans le Nozo, on peut maintenant s'asseoir tous les Camerounais et avancer dans ce sens-là. Tous les acteurs politiques, hein? Je vais y arriver. Il faut maintenant avancer pour que le travail se fasse au niveau du toilettage de notre système éco-électoral, tout ça. Donc vous reconnaissez vous aussi, Charles Lisan, qu'il y a des problèmes? Ce code a des problèmes? Je reconnais que le code pourrait... Le système de manière globale. Je reconnais que le système pourrait être amélioré, parce que aucune œuvre humaine n'est parfaite, Serge Alain. Nous, RDPC, nous sommes justement ceux-là qui proposons des choses pour que les choses avancent. Maintenant, pour revenir, je voudrais quand même qu'on fasse comprendre que le fait de dire cela, on enfonce une porte ouverte. On a envie de convertir les convertis. Ce que l'illustre professeur Kamto dit, c'est ce qui est fait actuellement. Je ne vais pas revenir ici là sur l'historique, le pédigree historique de la crise de Nozo, comment ça a commencé, tout ce qui a été fait par le président de la République pour... Mais c'est parce qu'il voit les régionales se dessiner à l'horizon. Parce qu'il fallait satisfaire les soucis corporatistes. Aujourd'hui, on est au niveau de la phase de construction. Vous avez cité l'Union européenne, les partenaires techniques étrangers qui accompagnent le Cameroun dans la résolution de ce conflit. Eux-mêmes, ils sont en phase avec le plan de paix proposé par le gouvernement camerounais, parce qu'ils sont en train d'investir dans la reconstruction du Nozo. Maintenant, en ce qui concerne le toilettage de notre système électoral, il faut dire que ça va passer par l'Assemblée. Ça passera par l'Assemblée. Et le RDPC détient 153 députés. Donc ça sera nous qui allons le faire. Deuxième chose, s'ils pensent aux régionales... Il y a une volonté
Vous savez, bon, si pense au régional, j'aurais envie de dire qu'il fait ce qu'on appelle un rétro-pédalage. Il ne me poussait pas à analyser ici la sortie de M. Kamto, mais je dis ce qu'il demande est déjà en route. Et nous estimons que les choses avancent. Et je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait une crise socio-politique au Cameroun. Non, il n'y a pas de crise politique au Cameroun. Il y a une crise sociale, oui, parce qu'au Nozo, ça ne va pas. Mais la crise politique, au niveau politique, ça va bien. Il ne faudrait pas qu'on... Ça va bien? Oui, ça va. L'Assemblée tient ses sessions extraordinaires normalement. Le Sénat s'est réuni. Les partis politiques vaquent librement à leurs occupations. Le financement des partis politiques se fait de manière conformément à la loi. Le RDPC tient le gouvernement politique parce que le peuple l'a choisi. Il y a eu une augmentation. On est parti de plus de 11 maires. On a eu 316 mairies aujourd'hui. C'est le peuple qui vote. Donc je ne peux pas revenir sur la rengaine de élections frauduleuses. Non, ça pour moi c'est le détail. On avance. Pour moi, à ce qui me concerne, il n'y a pas de crise socio-politique parce que il n'y a pas de crise politique au Cameroun. Il y a plutôt une crise sociale qui concerne notre région du Nozo et ça, il faut la régler. Au niveau politique, moi, j'estime que les partis politiques vaquent librement à leurs occupations et tout se passe bien. Il faut tout simplement demander à ces partis-là de respecter scrupuleusement notre République. Didier Imkwa, sur cette sortie du professeur Kamto pour résoudre la crise anglophone, on est d'accord? Oui, je pense que... Le système électoral est à revoir aussi, lui, Écoutez, avant tout autre scrutin envisagé. Oui, c'est vrai que le professeur Kamto réagit par moments comme Napoléon, avec son parti, qui est un parti de cadre d'état-major. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle pour un opposant, pour un illustre opposant comme lui. Il est dans son rôle. Mais je voulais seulement rappeler que, comme disait très bien le conseil municipal élisant, il n'est pas le premier à revendiquer le toilettage du code électoral. Le FSNC l'a fait. Sauf que au FSNC, nous sommes allés même plus loin. Nous avons demandé par exemple une élection à 2 tours, que la biométrie, qu'on prenne la biométrie sur tout le processus électoral et qu'on revoie même l'âge du vote, qu'on se limite par 20 ans. Vous voyez, nous sommes allés même plus loin. Sauf que nous avons choisi la démocratie représentative. Bon, eux, certains, je ne voudrais pas parler ici du MRC, j'ai pas assez de temps de m'occuper de lui, je veux parler du Cameroun. Certains ont choisi la démocratie populaire, c'est-à-dire la rupture, la rue, le bruit. Nous avons choisi la démocratie représentative. Nous pensons qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, mais je pense qu'il y a une crise sociopolitique au Cameroun. Mais il n'y a pas une crise institutionnelle parce que il y a des institutions dans lesquelles... Les gens disent qu'il n'y a pas de crise sociopolitique. Oui, moi je le dis. Je ne suis pas du RDPC, moi je le dis parce que je peux prouver il y a une crise. Il n'y a pas une crise institutionnelle. Voilà. Les institutions fonctionnent bien. Mais il y a une crise sociale. Vous avez plusieurs types de crises. Vous avez la crise sanitaire avec la pandémie du coronavirus. Vous avez la crise sécuritaire au nord, à l'extrême nord avec Boko Haram, le conflit armé au nord et sud-ouest. Vous avez la crise économique, vous avez le chômage. Et l'expression de ces différentes crises, c'est quoi? C'est que vous avez des nouveaux individualismes et de nouvelles solidarités qui émergent. Je parle par exemple de la BAS, la brigade anti-Sardinal qui a internationalisé les revendications. Vous avez 10 millions de nordistes. Vous avez par exemple l'Amazonie, vous avez la République et quand... Donc vos 10 millions de nordistes, c'est déjà un problème? Oui, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. C'est des regroupements ethno-régionaux qui ont installé le Cameroun dans la guerre froide. Ça existe. C'est des boucliers qui ne cessent de s'affronter. Vous n'avez qu'à voir dans les réseaux sociaux qui sont un déterminant majeur de l'état actuel de notre pays. Et ça me fait peur parce que nous sommes presque dans une guerre froide, parce que j'ai parlé de boucliers qui s'affrontent, qui se regardent en chien de faïence, et que s'il n'est rien fait, on est là dans la ghettoisation, on peut aller vers le délitement de l'État. Pourquoi pas vers la somalisation, un pays sans État? Il faut dire la vérité. C'est pour ça que je dis qu'une analyse épistémologique comme celle-là, ça peut gêner pour un parti
qui est allié, mais nous ne sommes pas des aliénés, nous ne sommes pas des conventions. Il faut souvent dire pas des vérités, des réalités telles qu'elles se présentent. Donc, dire qu'il n'y a pas une crise sociopolitique, moi je pense que peut-être c'est un problème de mots, mais il faut dire la vérité. Il y a la peur au Cameroun aujourd'hui, et que si rien n'est fait, si nous ne nous regardons pas dans les yeux, si on laisse que les autres viennent nous organiser, malheureusement, on risque de tomber là où il ne fallait pas. Vraiment, le Cameroun est malade aujourd'hui. Parce que quand vous voyez 10 millions de nordistes, c'est une réalité. La République est quand? C'est une réalité. L'Ambazonie, c'est une réalité. Le Bami Power, c'est une réalité. Donc c'est pour ça que moi je parle des regroupements ethnico-régionaux qui sont très très dangereux. C'est des boucliers. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, peut-être la nation camerounaise, aujourd'hui, est une question politique. Ça fait débat. La preuve, c'est que nous sommes en train de débattre de la nation. Donc il ne faut pas mettre la tête dans le sable, refuser certaines réalités. C'est là. Mais comment il faut faire? On va y comment s'en sortir? Mr. Chia Fidelis, le problème, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça revient toujours. Oui. Donc ça empêche véritablement les choses d'évoluer normalement au Cameroun. Yes, sir. I first of all want to thank, to greet my co-panelists, Mr. Zhang, Mr. Didier, and Mr. Fossey on the other side, and those watching at home. So I listened carefully to Mr. Zhang, and I beg to disagree with him a little bit, and Mr. Didier as well, because they seem in their analysis to deny the fact that there is a political crisis. Talking about the Anglophone problem, if we jump into interpretations, we are probably going to misunderstand. Because to solve a problem, we have to go to the root of the problem. If you are taking it from the surface, we'll make mistakes of just like those who don't have knowledge of the problem. Because I don't blame them, it's their opinion, and their opinion counts. But I beg to disagree a little bit. Okay, firstly, you understand that this crisis did not just start now. They started far back. Far back when the United Nations decided to place Cameroon as a mandatory territory under the British and the French. So the French had a system of indirect rule. The British had a system of indirect rule. So this French state grew up with that system. The English state, it's known as Southern Cameroon, grew up with an indirect system. So this has already two systems in place. So you understand that the French section of it was administered under the French government. And when the French politicians such as Omniobel, Momi started revolting against the French government, they made some arrangements by conducting elections. And during these elections, André Anne-Marie was brought to power as the prime minister. That was André Marimbida as the prime minister. That was on the French section of it. So on the English section of it, it was administered as a province in Nigeria. So they started also revolted against the administration. And in this situation, Dr. Indele was opposed for the fact that Southern Cameroon should separate from Nigeria. And the Eastern House of Assembly appointed him as head of government. But Djongo Foncha did not accept. He kept on confronting up to a point where elections had to be conducted on this issue. And during these elections, Foncha won and was made prime minister. So on one side, we have a prime minister from the French section of it. On the other side of Cameroon, British Cameroon, they have a prime minister. So there was a government here on the other side, and there was a government on the other side. There was an assembly on the other side. There was an assembly on the other side. So you understand that the French side of it got the independence from France on the 1st of January 1960. The English side of it got the independence on the 1st of October 1960. Yeah. So it means that we have 2 days of independence here. We have 2 states here. So the only thing that brought them together was the Fumban Conference. And so if the Anglophone side is asking for a separation, it means it is a political problem. What went wrong after the Fumban Conference? So to say it is not a political... Est-ce que ce sont tous les anglophones qui demandent la sécession? You know, the problem has been changing state from time to time. Oui. Because firstly, most of those who are asking for secession today, they were asking for federalism. Because when they met at Fumban, what happened there was that
the Southern Cameroon state and the East Cameroon state came together and formed a Federal Republic of Cameroon. So now, where are we now? We are La Republic of Cameroon. So if they are asking to go back to federation, it means there is a problem. And that problem is political, and we cannot deny that. Oui. Voilà. Fossé Nzodjo, justement, on en vient donc à vous. Le professeur Maurice Kamto a posé clairement ces deux problèmes. C'est pour lui, c'est ça qui pourrait permettre au Cameroun de sortir de cette crise. Pour absolument résoudre ça pour repartir sur de nouvelles bases. Ça, j'allais autour. Vous savez, nous sommes à une étape déterminante de l'histoire de notre pays. Et à cette étape, il y a ceux qui, de leur bouche, disent vouloir résoudre les problèmes du Cameroun et ceux qui portent ces problèmes dans le cœur et veulent les résoudre réellement. Je suis un peu surpris ce soir, mais tout de même satisfait des avancées dans la réflexion de mon co-panéliste Charles Lisan lorsqu'il déclare que tout Camerounais conscient devrait demander la résolution définitive de la crise anglophone avant la tenue d'une nouvelle éventuelle élection. Parce qu'il y a de cela quelques mois seulement, il déclarait sur le même plateau et devant moi que la République ne devrait pas arrêter de fonctionner parce qu'il y a deux régions qui sont en crise. Il a pris l'exemple de la Casamance et beaucoup d'autres pays qui traversent des crises, même si ces pays connaissent des crises qui n'ont pas les mêmes origines que la nôtre. Je suis également surpris lorsqu'on pense qu'il peut y avoir une crise sociale sans crise politique, parce qu'il faudrait qu'on le dise de manière ouverte, dans un État, tout ce qui est social est essentiellement politique. Cela ne fait l'objet d'aucun débat. Et alors, le professeur Maurice Kamto, parlant de la réforme du système électoral, même si d'autres partis politiques ont déjà fait des déclarations, il faut rappeler quand même qu'en 2014, un projet de loi, une proposition de loi, dans ce sens-là, avait été déposé au Parlement camerounais par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et même les militants du parti avaient essayé de manifester devant l'Assemblée nationale pour demander aux députés de prendre en compte cette proposition. Et ils avaient reçu juste la violence, et même le professeur Alain Fouguet avait vu sa jambe une fois de plus être brisée par la police. Et il faut rappeler que jusqu'aujourd'hui, ce projet de loi n'a jamais été examiné en violation des textes qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, parce qu'il est évident que c'est prévu dans les lois de notre République qu'une proposition de loi, soumise à l'Assemblée nationale, ne doit pas traverser 2 sessions de manière automatique. Elle devrait entrer en débat. Cela n'a jamais été fait. Il faut aussi rappeler, parlant de la résolution de la crise anglophone, que même étant en prison, le professeur Maurice Kamto et ses alliés, ainsi que près de 300 de nos militants qui étaient en procès, avaient commis un mémorandum qui était le condensé de plusieurs déclarations déjà faites au préalable, juste parce qu'on avait initié un grand dialogue national qui s'apparentait comme un congrès du RDPC et de ses alliés. Et il rappelait justement dans le mémorandum l'urgence de régler définitivement la crise anglophone et quelles sont les étapes à suivre pour la résolution définitive de cette crise. Et à la sortie de la prison, le même gouvernement qui avait déclaré la guerre à ceux qu'ils estimaient comme l'Ambazonie, parce que jusqu'à présent, je refuse d'admettre que l'Ambazonie est un État. Je crois que l'Ambazonie est l'expression directe de la misère et qu'on peut faire une différence entre l'Ambazonie et ce qu'on a appelé tout à l'heure Bami, Pawa, État et 10 millions de nordistes et autres qu'on veut nous faire croire. Ça, c'est parce que Dieu a essayé de nous faire croire que donc il y a des regroupements régionaux, ethnico-régionaux ou pas. Je disais qu'en fait, il ne faudrait pas confondre ceux qui expriment la misère de leur peuple à travers un ensemble d'actes, même si c'est jugé illégaux, et les opportunistes qui pensent fabriquer des Bami, Pawa, des États et camps qui ne sont que des échappatoires et parfois dans le fond la création même de certains faucons de ce régime pour distraire les vraies revendications du peuple. Non, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège-là.
on connaît les qui veulent résoudre les problèmes du Cameroun et les qui veulent profiter de la misère du peuple. Quand j'ai fini de dire ceci, je reviens donc pour dire que la résolution de la crise anglophone fait partie des éléments qui ont permis ou qui ont obligé le mouvement pour la renaissance du Cameroun de ne pas participer au double scrutin de février 2020. Au-delà du code électoral qui était taillé sur mesure et qui avait déjà fait l'objet d'une crise post-électorale, on avait jugé opportun. Bien vrai qu'au préalable, on avait déclaré qu'on devrait participer à cette élection, mais parce qu'on pensait que même par élégance républicaine, le gouvernement de Yaoundé devrait à un moment donné comprendre l'urgence de ne pas fabriquer et multiplier les crises. Alors, j'ai écouté le représentant du RDPC dire que oui, la réforme du code électoral passera par le Parlement et il se réjouissait de dire à haute voix que le RDPC a plus de 150 députés au Parlement. Donc, comme on connaît que le gouvernement n'est pas d'accord pour la réforme du code électoral et que le RDPC est un parti redevable au gouvernement essentiellement, donc le RDPC n'est pas d'accord pour la réforme du code électoral et que le peuple ne doit pas se plaindre du fait que le code électoral ne soit pas réformé parce que ceux qui sont chargés de sa réforme sont les 150 députés du RDPC qui... 153. Les 153, ne diminuez pas. Oui, allez, qui sont, excusez-moi, les 153 députés du RDPC, voilà, qui représentent la majorité obèse du Parlement. En conclusion définitive, le RDPC n'étant pas d'accord pour la modification du code électoral et même pour la résolution du problème anglophone, donc on peut dire essentiellement sur les déclarations du représentant du RDPC sur ce plateau que les députés RDPC sont en principe les tout premiers responsables des multiples crises que traverse notre pays. Parce que dans le passé, les députés SDF ont essayé au point même de bloquer par force les sessions parlementaires pour qu'on introduise la question du problème anglophone au Parlement. Et ils n'ont pas obtenu gain de cause dans ce Parlement-là. Et on est aujourd'hui fiers de comprendre comment on peut se réjouir d'avoir 153 députés au Parlement et que je pense même que dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sur 10 députés, le RDPC aurait 9. Ce qui est quand même une pure curiosité planétaire lorsqu'on sait que ces 9 députés du RDPC ont été votés en catimini dans une région où la sécurité n'existe quasiment plus. Alors, le professeur Maurice Kamto se positionne comme toujours comme la personne, l'opposant qui pense que le tout n'est pas d'être au Parlement, le tout n'est pas de dire que les institutions fonctionnent, le tout n'est pas de dire qu'on a créé des regroupements ethnico-régionaux, le tout n'est pas de dire qu'on est un parti allié au RDPC, le tout n'est pas de dire qu'on veut être membre du gouvernement. Il faut savoir, le tout n'est pas de dire que la base existe ou pas. Il faut savoir en tant qu'acteur, moi je dis que le tout n'est pas de lui dire qu'elle existe ou pas. Non, il ne suffit pas d'avouer que la base existe ou pas. Puisque vous avez parlé de l'État et quand de Bami Pawa, et puis je le dis, mais c'est vous qui vous êtes arrêté de manière libre. Personne ne vous a interrompu lorsque vous avez pris la parole. Alors, donc le tout n'est pas de le dire. Il faut savoir porter les problèmes du Cameroun en cœur, poser des actes forts qui témoignent du fait que ces problèmes portés en cœur doivent trouver des solutions. On ne peut pas au même moment donné se réjouir d'être au Parlement, ne pas faire des propositions ou faire juste des déclarations sans écrit que voilà ce que nous pensons de manière écrite et par la suite dire non, le Cameroun fonctionne bien, on ne doit pas arrêter le fonctionnement parce que la crise anglophone existe et faire des sorties le lendemain pour dire on doit d'abord régler la crise anglophone. Non, à un moment donné, qu'on arrête la dissonance cognitive. Et Charles Lisan, vous venez de suivre Fotsing Zodjou, il vous a dit comme ça que le RDPC ne souhaite pas que le problème anglophone trouve une solution. Il y a aussi que la question n'a pas encore été véritablement inscrite alors du jour, alors que vous targuez d'avoir 153 députés. Tout à fait. Ça dénote un peu. Ça ne dénote rien, Serge Alain. Vous savez, c'est une maladie cognitive chez eux, les gens du MSC. Ils ne savent pas distinguer les institutions de la République des partis politiques. Quand j'ai pris la parole, j'ai pris la place du citoyen
qui veut que les choses avancent. Et il nous ramène dans les choses de la politique. Monsieur Fossizondou, je vous regarde et je répète, la République n'a pas arrêté d'avancer parce que vous n'étiez pas là. Et même la République n'a pas arrêté d'avancer pendant qu'il y avait la crise. C'est justement pendant cette crise, ce que vous appelez le congrès du RDPC allié, c'est au cours de cette crise-là que vous avez été libérés. Il me rappelle que vos cadres du parti sont allés rencontrer le Premier ministre qui était président de ce congrès du RDPC. Ils sont allés lui donner quoi? Ils sont allés faire quoi là-bas? Et ça concernait le RDPC. À un moment donné, je comprends que quand on a commencé la politique en 2018, on peut se perdre. Vous savez, on a un pays à construire. C'est justement ce que vous appelez congrès du RDPC qui a fait en sorte que ceux que vous appelez alliés, les suivistes, que vous avez cité les suivistes, qui ont participé à ce congrès, ont demandé la libération totale, sans condition. C'était pas ça l'objet du congrès. Laissez-moi parler. C'était pas l'objet du congrès. Non, ne vous faites pas. Laissez-moi avancer. Vous voulez tromper les Camerounais. La libération des leaders du MRS et de ses alliés n'était pas le fruit du congrès, parce que le congrès n'avait pas pour but de libérer les prisonniers politiques, mais de résoudre la crise anglophone. Dites ce que ce congrès a fait de la crise anglophone jusqu'aujourd'hui. Dites-le au peuple. Parlons du grand dialogue national. Moi, je coupé une fois. Allez-y, Charles. Donc, deuxième chose, le congrès en question, c'était justement pour résoudre la crise anglophone, mon cher ami. Non, le grand dialogue national, Charlie. Non, je pense que c'est bon, maintenant, pour vous faire plaisir, le grand dialogue national, quand on a compris que le congrès vous a aidé à vous libérer, le grand dialogue, justement, c'est une étape parmi tant d'autres. Quand mon frère Tcha faisait l'historique de la naissance, c'est ce que je ne vais pas revenir dessus, parce que pour moi, ici, dans la phase positive et constructive des choses, je voudrais vous faire comprendre que le grand dialogue est venu après la satisfaction des soucis socio-corporatistes de ceux qui voulaient que les choses changent dans le Nozo. Vous voulez que je cite les 4000 interprètes traducteurs qui ont été recrutés? Vous voulez que je cite le décret signé pour instaurer la common law à l'ENAM? Vous voulez que je cite la nomination des enfants, des dignes fils du Nozo à des postes ministériels de portefeuille de souveraineté? Maintenant, on a la phase du grand dialogue. Dans le grand dialogue, les uns et les autres ont estimé qu'il faut s'asseoir et causer. Il y en a qui ont déposé les armes parce que quelques jours avant, il y a eu la mise en place au comité de désarmement. Aujourd'hui, c'est eux qui sont venus demander à leurs frères de revenir à la maison. On est mettant à la phase de construction en nommant un enfant de cette région, M. Tasson, à la reconstruction. Et nos partenaires nous accompagnent dessus. Quand j'ai fini de dire ça, dans la continuité, je voudrais vous faire comprendre que vous ne pouvez pas me dire que votre président pense que le tout n'est pas d'être parlementaire, alors qu'il a été candidat en 2013 pour être parlementaire. Vous ne pouvez pas me dire ici que votre président estime que pendant que la crise bat son plein, il n'y a pas allé aux élections. Mais il est allé aux élections le 7 octobre 2018. Il y avait cette crise, M. Fossizondou. Et c'est au moins, vous savez, il y a une qualité que moi, je me préfère à moi. Et c'est de l'éducation du RDPC. C'est qu'à un moment donné, nous avons la lourde charge et la malchance et la chance d'être au pouvoir. Cette chance-là, c'est que nous avons cette chance-là divine c'est-à-dire de gérer les affaires de l'État. Et la marche, c'est que nous serons donc comptables de ce que nous n'avons pas pu faire. Et là, je suis d'accord avec certaines personnes qui estiment qu'il faut tirer sur nous pour cette chose. Mais ne venez pas angéliser votre patron ici. Vous parlez de la modification de la Constitution. En 2008, quand votre patron signait la note qui demandait qu'on modifie la Constitution, pourquoi il a parlé de cette histoire? Pourquoi il a parlé justement que Paul Biya enlève le verrou de la limitation du mandat présidentiel? À un moment donné, essayons d'avancer. Monsieur Charles, en ce qui me concerne, la crise dans le Nozo, je dis bien la crise dans le Nozo, n'a empêché aucun, c'est-à-dire toutes les crises dans le monde, et je le cite, n'empêchent pas un pays d'avancer. La preuve, le Cameroun a bel et bien eu une élection en 2018 pendant la crise, et le patron du MS était candidat. Juste après, il réclame sa victoire. Il continue à signer ses sorties de président élu. Pendant une crise qui a lieu pendant une guerre? Non, il faut ces autres jours. Donc, pour vous faire comprendre que le pays n'a pas arrêté d'avancer, le pays a continué bel et bien à avancer. Pour terminer, je voudrais vous faire comprendre que à un moment donné, il ne servait à rien de venir ici dire que je suis même énervé que le RDPC n'ait pas eu 180 députés. Et je le dis tous les jours. C'est un combat politique. Vous avez quand même eu un député entre 2013 et 2020. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis surpris que le militant du MSC cite les députés SIF. Alors que vous aviez un député là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait de son mandat passé là-bas? A-t-il fait une proposition pour dire qu'il faut qu'on résolve la crise du Nozo? En 2014. Laissez-moi avancer. Non, mais vous mentez en plein plateau. En 2014, oui. J'ai rappelé dans mes propos. Il ne faut pas mentir. Charles Elise en 2014. Il a fait ça fait 2 fois qu'il me coupe. Oui, vous qui avez la parole, Charles. Donc, votre député a fait une proposition. Laquelle? C'est allé où? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a proposé? Nous sommes à un moment donné de notre histoire qui fait comprendre que M. Fossizondou, vous avez décidé
bénévolement, volontairement d'être hors jeu. Vous avez si bien fait de citer votre sortie de prison, même quand vous avez cyniquement omis de faire en sorte de dire qui vous a fait sortir. Le légitime a fait sortir le légitime. Bon, là c'est les détails. Maintenant, vous avez dit que vous irez aux élections. De votre propre bouche, de votre patron, vous recevant, vous, les jeunes du MSC, recevant les femmes du MSC, dans votre QG disait, est-ce que c'est parce qu'il y a la crise dans le Nozo que nous n'irons pas aux élections? Est-ce que c'est parce que le système électoral n'est pas bon que nous n'irons pas aux élections? Vous avez répondu en cœur, non, il faut donc aller aux élections. Bis répétit à 3 semaines plus tard, vous ne partez pas aux élections. Et vous trouvez que c'est la crise dans le Nozo, c'est le même code électoral qui vous empêche d'aller aux élections. Vous revenez aujourd'hui demander aux gens de boycotter. Après, vous dites non, allez vous inscrire. Vous savez, votre cinéma, c'est pour vous. Moi, je suis dans la phase positive, et je continue à vous dire, et constructive de ce pays. Nous voulons que le pays se construise. Et tous ceux qui acceptent, tous ceux qui acceptent que le Cameroun avance, va avancer. Et je répète, il n'y a pas de crise socio-politique au Cameroun. Il n'y a pas de crise politique au Cameroun. Ce n'est pas le MSC qui donne le tempo de la vie politique dans ce pays. Vous respectez la loi va vous respecter. Vous vous mettez en marge de la loi, on vous appuie tel comme tel. Vous venez citer les pieds cassés, cela. Pourquoi le pied de Sisa Chimana n'a pas été cassé? Pourquoi le pied de Kaban n'a pas été cassé? Si vous faites les choses qui ne vont pas, mais que la loi vous frappe durement comme elle doit vous frapper. Donc, vous êtes hors jeu du jeu politique, restez hors jeu. Laissez ceux qui ont choisi notre démocratie se mettre en route, travailler. Et quand vous aurez dans le pouvoir, parce que vous êtes omniscient, omnipotent, très intelligent, vous allez donc mettre le Cameroun sur orbite comme vous le voulez. Mais pour le moment, c'est Paul Biya au pouvoir, c'est le RDPC qui gère l'Assemblée, c'est le RDPC qui a les mairies, et c'est nous qui dirigeons pour le moment. Donc vous allez dans cela. Il n'y a pas de crise politique au Cameroun, il y a une crise sociale. C'est celle qui engage le Nozo et je suis d'accord qu'il faut la résoudre. Ce n'est pas M. Kamto qui va venir inventer le fil à couper du beurre. Ça existe depuis. Ce n'est pas lui qui vient nous dire ce qu'il faut faire. Tout le monde le dit. Allons d'abord gérer les problèmes au Nozo. Et les députés du RDPC dans le Nozo ont été bel et bien élus. Certains qui estiment qu'ils ont été mal élus ont porté ces problèmes au niveau de ceux qui disent la loi et ils ont donc dit qu'ils ont été mal élus. On a repris les élections, ils ont gagné. Arrêtez votre petit jeu là. Ce n'est pas la rue qui gère le pays, ce sont les institutions qui gèrent le pays et ceux qui les incarnent. Merci Charles. Didier Yimkwa, autre élément qui fait problème dans ce système, l'Union européenne, l'Union africaine a reconnu que l'ECAM, il y a d'abord la désignation des membres qui est un problème et l'indépendance, son indépendance même, qui fait problème. Et l'ECAM. Écoutez, vous avez pris un vrai exemple. On n'a pas besoin de la communauté internationale pour le constater. Pour résoudre nos problèmes. Il y a plein d'agrégés de droit dans ce pays. On en a même un pape. Il y a plein de docteurs qui peuvent bien résoudre les pays, qui peuvent bien trouver les solutions endogènes à nos pays. Voyez-vous, Serge Allons autour, au FSNC, nous pensons de façon globale, de façon holistique, le développement du pays. Il y a eu des élections dans ce pays. Lorsqu'on pense au développement, lorsqu'on pense à l'émancipation... Didier, vous dites qu'il y a eu élection, mais pourquoi il y a toujours cette contestation à la fin? Un exemple, nous sommes vous allez remarquer que dans le précaré français, dans les pays français subsahariens, il y a toujours un président élu. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a toujours un président élu. Le Cameroun a son président élu, le Gabon a son président élu, le Togo a son président élu, la bientôt même la Guinée aura son président élu. C'est une culture, il y a une culture qui fait qu'il y a des opposants qui n'acceptent jamais les résultats. Je voulais dire ceci, il faut penser le pays, le développement d'un pays de façon globale. L'élection, ce n'est pas la panacée. L'élection, c'est une panacée. Je parle bien le français. Ouais. L'élection. Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire parce qu'elle est pouvoir d'argument. En 1950, parce que beaucoup pensent que la politique a commencé au Cameroun en 2000, peut-être 18 ou 2012. Il faut aller feuilleter page après page l'histoire. En 1959, entre 1957 et 1959, il y a eu une personnalité dont on ne parle pas assez. Le prince Daniel Kamajo. Il était le premier président élu de l'Assemblée législative du Cameroun. Il appartenait à un petit parti, les Paysans Unis du Cameroun. Il a été élu 35 voix contre 30 en battant M. Nini. Or, le parti qui avait le plus grand nombre de députés à l'Assemblée à l'époque, c'était l'UC.
Parce que M. André-Marie Bida avait 20 quelque chose. Donc, mais lui, il a eu quand même, il a été élu président de l'Assemblée législative, étant minoritaire avec 9 députés. Pour dire à ceux-là qui veulent nous faire la leçon que on ne peut rien faire à l'Assemblée nationale, même si on est minorité. Donc, il faut que les gens évitent, il faut que les gens se renseignent dans l'histoire du Cameroun. Et lui, on le reconnaît parce qu'il a été capable à l'époque d'une témérité, je peux dire, à la limite, peut-être, je ne sais pas, maladive. Il a eu quand même le courage de dire non à M. Aïdio qui voulait le plein pouvoir. Et si on revient par exemple en mars 1992, il y a eu une élection au Cameroun. À l'époque, on ne parlait pas de l'ECA. C'était l'administration territoriale qui organisait, c'était l'AT qui organisait les élections. Et les opposants ont eu, à l'époque, la majorité à l'Assemblée nationale. Dans le jeu des compromis, des rapports de force, M. Dakoé Dassala du MDR a donné au RDPC. En octobre, 14 élections présidentielles encore, le président Biaki a été élu, mais n'a pas été élu avec 50% de suffrage exprimé. Donc il faut qu'on nous laisse nos oreilles, on nous bassine les oreilles, élection, s'il n'y a pas élection. Mais ceux qui nous parlent aujourd'hui que s'il n'y a pas, si on ne résout pas la crise du Nozo, on va pour l'élection. Mais voter chez eux, c'est boycotter. Ils n'ont qu'à se mettre en marche des institutions et les autres vont avancer. Qu'on le veuille ou pas, M. Sejalon autour, la mécanique de la décentralisation en marche. Il y aura les élections régionales. C'est une question de rapport de force. Nous, au FNCC, nous avons choisi la démocratie représentative. Nous croyons à nos institutions. Nous soutenons ceux qui soutiennent ces institutions. Nous irons aux élections. Ceux qui choisissent de ne pas aller aux élections, tant pis. Voyez-vous, j'aime beaucoup l'histoire encore. Monsieur Emma Basile, le mythique délégué de la communauté urbaine de Yaoundé, disait toujours que lorsqu'il arrive au moment où il faut parler de l'histoire du pays, il vaut mieux être à l'intérieur que d'être à l'extérieur. Lorsque vous mettez à l'extérieur, la locomotive vous abandonne. Donc il ne faudrait pas que les gens viennent sur les plateaux scander le peuple. Vous n'avez pas été aux élections, mais vous parlez au nom du peuple. Vous n'avez jamais fait un référendum, vous parlez au nom du peuple. Rentrons en République et allons aux élections. Je voudrais dire que la dernière sortie avant du président Issa Chiroma, il avait organisé une conférence de presse où il a invité même la presse internationale. Il a parlé du problème du code électoral, qu'il fallait le nettoyer. Parce que nous avons été victimes. Nous avons dans ce que vous appelez les calculs proportionnels, nous avons perdu un député à l'époque dans le maillot Louti. On avait été victimes. Donc il avait dit qu'il fallait nettoyer le code électoral. Ce n'est pas le seul parti. Le SDF en a fait un cheval de bataille. Il faut dire les vérités. Vous comprenez? Donc moi je pense que ce n'est pas l'affaire. Lorsque les gens viennent nous dire, par exemple, nous parler du dialogue, du grand dialogue. Mais monsieur, en 59, le même prince Daniel Kemajou avait demandé au président, le premier ministre Aïdio, qui voulait le plein pouvoir pour mater le marquis à l'ouest et dans les pays Bassa. Il lui avait dit que non, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une table ronde où tous les fils et les filles de ce pays seront invités. Il faut le dire, c'est Jalon autour. On ne parle pas assez du prince Daniel Kemajou. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons décidé de parler aujourd'hui de lui parce que c'est une personnalité qui a marqué ce pays, monsieur. Il faut parler de lui. Pour que ces jeunes, comme Fosing, se rappellent de l'histoire, qui ne croient pas que la politique a commencé avec M. Kamto, avec tout le respect que j'ai pour lui. Le professeur Kamto qui a été dans le directoire de la campagne électorale du candidat de l'Union pour le changement, M. Foundi, qui a disparu un moment et qui a réapparu au moment où il fallait rentrer dans le gouvernement, qui a passé un mandat présidentiel au gouvernement. Il faut le dire. Ce n'est pas un problème, je ne lui fais pas un procès. Vous comprenez? Même s'il a un parcours reptilien, je ne lui fais pas un procès. Mais il ne faut pas faire croire que on découvre la politique au Cameroun en 2018. Non. Avant les Kemajou, il y a eu les nationaux que nous connaissons. Douala Mangabé qu'on avait assassiné, Martin Paul Samba, c'est l'histoire de notre pays. Et mon compagnon vient de faire l'historicité de la marche historique du Cameroun. Donc ça ne commence pas aujourd'hui. C'est pour ça que je dis et je répète que l'élection n'est pas
la panacée. C'est une panacée. Ce n'est qu'une petite entité comme ça, un ingrédient comme ça qu'on doit mettre, qu'on doit greffer sur tout l'arbre qui doit penser au développement du Cameroun. Voilà, faut-il oui, vous voulez réagir rapidement? Oui, je vais réagir rapidement pour dire que moi je suis un peu satisfait du RDPC et de ses alliés parce que de plus en plus ils montrent aux yeux des Camerounais que justement le discours de manipulation fait partie des leviers de leur pouvoir. Je ne veux même pas venir sur les ramassis jetés par Charles-Élise si on est allé aux élections. Non, c'est l'éducation pas de pour vous. Je parle des ramassis parce que c'était un ensemble. Je ne m'adresse pas à vous. Non, même moi, ça me gêne pas. C'était un ensemble de morceaux choisis. Ce que le MRC a fait et ce que le MRC n'a pas fait pour conclure. Il faut respecter les spectateurs. C'est votre éducation. Ok. Voilà. Je vais maintenant au RDPC et ses alliés. L'élection à Didier Youkoua n'est pas une panacée. N'est pas la panacée, mais une panacée. Donc ça fait partie des panacées. Oui. C'est ce que ça veut dire. Oui. Ça fait partie des panacées. Donc souffrez aussi de comprendre que nous ne sommes pas allés aux élections parce que justement l'élection n'est pas la panacée. Mais comprenez également que le fait que nous ne soyons pas aux élections ne nous enlève pas le droit de dire au gouvernement les problèmes dont il est responsable dans notre pays. Le fait que nous ne soyons pas que nous n'étions pas au grand dialogue national ne nous enlève pas le droit de dire que le grand dialogue national a accouché d'une souris. Ne nous faites pas croire que le Cameroun se joue essentiellement au Parlement, au point où, tant qu'on n'est pas au Parlement tel que vous le dites, on ne mérite rien. Si je vous posais une question, je vais vous répondre. De 1992 jusqu'en 2020, où nous sommes actuellement, est-ce qu'il y a eu une proposition de loi de ce gouvernement qui a déjà été rejetée par les députés du RDPC qui représentent le peuple? Parce que vous le dites... En 2008, il y a eu une mesure permettez-moi. En 2008, il y a eu une mesure. Permettez. 2008 est entre 92 et 2020. Oui. Parlons sur 2008. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Je vous demande, est-ce que les députés de votre parti politique, qui semblent être différents du gouvernement, ont déjà rejeté une proposition du gouvernement? Est-ce qu'en 2008, ce qui s'est passé a été rejeté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui soutenait en 2008? Non, ça n'a pas été rejeté. De la Constitution. Voilà, Qui la soutenait? Je reviens donc Qui était signataire de l'appel de l'Ouest? Le gouvernement. C'est ça mon problème avec vous. Oui. C'est que vous voulez enjoliver quelqu'un et laissez que je revienne. Je ne suis pas en train de vouloir blanchir qui que ce soit sur ce plateau. Comprenez-moi bien. La politique, elle est évolutive. Elle n'est pas une science mathématique, puisque nous sommes là dans le cadre des sciences sociales et humaines. Ça veut dire tout simplement que en politique, on peut prendre la décision d'organiser même une élection le matin, permettez-moi, mais d'aller à une élection le matin, je veux dire, et après, lorsqu'on trouve que les conditions sont biaisées, on décide de ne pas aller parce que le refus, de participer à cette élection n'engage en rien la responsabilité populaire, ça ne détruit pas le Cameroun. Alors justement parce qu'on dit ce qui a posé les problèmes de l'élection passée, tant que ce n'est pas résolu, si nous allons à une autre élection, c'est pour reposer les mêmes problèmes. C'est pour ça que vous engagez les sommes, vous demandez aux gens d'aller faire les dossiers. Après, à la veille, vous dites que vous ne partez pas. J'ai déjà répondu à cette question. Vous n'avez pas répondu. Oui, mais je vous dis, on peut décider le lundi d'aller à une élection. Puisque nous sommes en politique. Vous avez sorti vos affiches, oui ou non? Oui, mais est-ce que vous êtes candidat, oui ou non? Est-ce que vous voulez me comprendre? On peut décider d'aller à une élection. Charles, c'est pas un problème personnel. Lui me fait croire. Lui me fait croire. Je reviens pour que vous puissiez comprendre, parce que je vais insister. En politique, je reviens. Laquelle? La vôtre ou la politique normale? N'importe quelle politique. Normale. On peut décider. Non, la politique normale. On peut décider
d'aller à une élection le matin et le soir, lorsqu'on s'en rend compte dans l'après-midi que les dés sont pipés, on déclare sa non-participation. C'est comme ça. Bon, maintenant, vous, au RDPC, qui ne voulez pas vous substituer au gouvernement, merci. Merci. Bon, le patron des ministres de ce gouvernement, ne l'oubliez jamais. Faut-il rapidement. Ok, merci. Je vais alors dire aux représentants du RDPC et de ses alliés. Non, le représentant du RDPC, vous représentez votre parti. Voilà, Charles Lisan et son allié Didier Yungwa, que notre République, notre pays n'a pas besoin du griotisme pour évoluer. Vous n'avez pas besoin de scander sur les plateaux de télévision que ceux qui ne sont pas allés aux élections, ceux qui ne sont pas au Parlement, à 1980, tant que ça n'a pas marché comme ça. Merci. C'est le temps du journal dans un instant. Madame, monsieur, une plage de pub et ce sera le 20h le plus attendu de la planète avec Cyril Dufay. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie consacrée donc au débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de Charles Elisan, Tia Fidelis, il est également là Didier Yimkwa et Faustin Zodjou. On commence par les plantes. Nous avons la chance ce soir, hein. Il est là. Il va remettre sa casquette de militant écologiste. Voilà, militant écologiste, Didier Yimkwa, parlez-nous un peu de cette plante Salvinia qui fait perdre de sommeil aux populations du côté de Dizangué. D'abord, à bout pour point, je suis surpris que le ministre de la Forêt d'Afon soit surpris aujourd'hui. Nous avons travaillé dans ce lac Oussas, dans le cadre de la convention de Ramsar, parce que c'est un milieu humide, il y a cela 10 ans. Mais il n'était pas à ce poste. Oui, mais il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas faire croire que la présence de cette plante envahissante est un phénomène ex nihilo ou bien un phénomène de génération. Donc on voit ça venir, oui. Bien sûr. C'est tout simplement que tout autour, il y a des activités humaines. Il y a des activités humaines qui libèrent les eaux usées dans lesquelles on peut trouver facilement des sels, du phosphate. Et puis lorsqu'il rentre dans ce lac, il y a un lac dans ce lac, et modifie les structures physico-chimiques de ce milieu. Et il faut le dire que le lac Oussas c'est l'âme économique de ce village. C'est la pêche, l'économie, c'est la pêche, c'est tout ce qu'il y a comme activité aquatique. Et très tôt, à l'époque, avec une ONG camerounaise, WTG, qui est basée à Bonandale, nous avons travaillé dans ce lac. Il fallait le protéger en commençant par éduquer les populations, comment il faut éviter d'y déverser ces eaux usées. Aujourd'hui, moi, j'apprends qu'on va introduire une espèce d'insecte. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Je suis d'accord avec qu'ailleurs, on a pu utiliser la lutte biologique. Mais ici, moi, j'ai suivi tout à l'heure un habitant de la zone dit clair, et je suis tout à fait d'accord avec lui, parce qu'une insecte qui est une espèce exotique, que vous amenez d'ailleurs, sans faire une étude d'impact, peut avoir un impact sur d'autres plans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut savoir transformer une mauvaise idée ou une mauvaise situation en opportunité. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramasser comme on a vu dans le reportage. Parce que ça se fait ailleurs, dans des zones où vous avez un phénomène, parce que ça s'appelle le phénomène d'étrophisation des rivières. Vous avez l'oignon qui a le même problème. Vous avez la partie, je crois, sud du Bourri, la partie nord du Bourri, qui a le même problème. Comme montre la jacinthe d'eau. On les ramasse. Et puis, je vais vous dire, au Vietnam, par exemple, la jacinthe d'eau est une ressource prisée. Demain, je peux vous amener dans un magasin chinois, vous allez voir des sous-plats qui ont été faits voilà, à partir de la jacinthe. Là aussi, on peut les récupérer et puis en produire du gaz, pourquoi pas, ou bien de l'engrais chimique. Il suffit juste de mettre des moyens
pour que les populations puissent se débarrasser de ce lac-là, ce lac historique qui contient, on l'a si bien dit, la biodiversité. C'est qu'ici, il y a des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qu'on ne peut trouver qu'au Cameroun, qu'on Lamentin. C'est vraiment une crise écologique assez grave. Parce qu'on ne le dit pas aujourd'hui, un militant écologique constitué, lorsqu'il regarde ça, il n'a que ses yeux pour pleurer. Parce qu'on a vu venir. Bon, demain, ils iront dans l'oignon. Être surpris, ils seront surpris plus qu'eux-mêmes, alors que le phénomène d'eutrophisation attaque toutes les rivières aujourd'hui du Cameroun. C'est connu, il n'y a pas que cette là, cette fougère-là, il y a la jacinthe d'eau, il y a beaucoup d'autres choses, il y a le satou. Il y a, si vous allez par exemple à l'université, en contrebas de la faculté de médecine, vous allez voir que là-bas aussi vous avez un certain nombre de laitues au-dessus des plantes. Et l'impact même plus grave parce que lorsque ces plantes-là, lorsque ces tapis-là sont au-dessus de l'eau, ils empêchent la lumière de pénétrer dans l'eau. Et vous avez la microplante, les phytoplanctons, qui font la photosynthèse, qui vivent grâce à la lumière solaire. Mais lorsqu'il y a ce tapis, en dessous de l'eau, c'est l'obscurité, vous avez tout un système phytosanitaire, de photosynthèse là, qui disparaît. Et évidemment, c'est pour cela que non seulement ce tapis-là empêche ces espèces de vivre, tous ces poissons-là ne peuvent pas vivre parce qu'ils ne pourront pas avoir leur propre aliment, parce que ces phytoplanctons qui leur servent de nourriture vont disparaître tout simplement parce qu'il n'y a pas de lumière et il n'y a pas de photosynthèse. Moi, je pense que très vite, il faut mettre les moyens, pour que ces populations utilisent la mécanique, le manuel pour débarrasser ce lac-là. Justement, aujourd'hui, on a vu dans l'élément, les populations elles-mêmes se battent, comme on dit, de manière triviale au Cameroun pour venir à bout de cette plante-là. Est-ce que quelque chose ne peut pas être fait par les pouvoirs publics pour les mettre à l'aise, on va le dire. Déjà, merci à DJ Yumpa pour ce développement qui nous permet d'avoir une éducation sur ce phénomène-là. Mais je vais dire que le problème est un problème global, c'est-à-dire que c'est un problème de gouvernance environnementale et écologique qui n'existe quasiment pas dans notre pays. On a beau développer de manière technique et scientifique ce qu'il faut faire. Certes, quand on comprend, c'est beau, on comprend que c'est faisable. Mais quand on regarde dans le fond, ça ne commence pas là-bas. On a vu même des lacs disparaître à Yaoundé sans que cela n'aime personne. On a le lac municipal de Yaoundé. Non, je ne dis pas que ça a disparu, mais ça a perdu une bonne partie de sa superficie. Bon. On a eu le lac derrière les universités, le lac à Mélène. Moi, j'ai grandi au Katiobili, il y avait des lacs partout qui ont presque disparu à cause du même phénomène parce que c'est devant moi que le lac disparaissait sans que cela n'aime personne. On a eu des forêts dans notre pays qui ont disparu juste parce qu'on a abattu. On a eu la forêt de la Manfé, on a eu les forêts du Nour qui n'existent quasiment plus parce qu'on a abattu les arbres, on a vendu et puis on s'en fout de l'environnement. Donc c'est un problème global de la gouvernance. C'est pour ça qu'il faut repenser la gestion du pays tout simplement. Moi je ne suis plus de ceux qui croient. C'est-à-dire qu'on a beau m'expliquer, je ne suis plus de ceux qui croient que le gouvernement RDPC soit capable de faire quoi que ce soit pour améliorer le Cameroun. On va faire des propositions qui vont rester vaines, les associations vont travailler, les syndicats vont travailler, les ONG vont travailler, rendre les rapports, et ils seront toujours surpris de comprendre que ceux qui sont chargés de gérer sont surpris. Aujourd'hui, les populations se battent à enlever eux-mêmes, mais combien est-ce qu'il faut en termes de financement pour dire tout ce qu'il vient de nous faire comme proposition? Je ne pense pas que ça coûte en termes de centaines de milliards. Je ne pense pas que leur ONG a besoin de 10 milliards pour cela. Non. Alors, ça veut dire tout simplement qu'au lieu d'allouer des budgets au fonctionnement de l'État en achetant des 4x4 partout, certes, ils ont besoin pour travailler, on peut prendre 1% de ce budget-là et allouer pour sauver la population de Dizangué. On a comme ça partout au Cameroun, peut-être on a le lac Tchad qui va bientôt complètement disparaître parce que les gens regardent. On a le Grand Nord qui connaît plusieurs standards écologiques parce qu'en fait la gouvernance environnementale n'existe pas. Ça n'existe pas. On a des forêts à l'est, au sud, qu'on abat tous les jours. J'ai vu des espèces
traverser la ville de Douala et je me demande, est-ce que ceux qui laissent abattre ces arbres se posent même la question de savoir pourquoi nos ancêtres ont laissé ces troncs autant gigantesques en forêt? On a des financements même qu'on reçoit du programme des Nations Unies pour l'environnement. Je parle pour avoir été responsable technique voilà, d'un projet qui travaille sur ces questions-là. Et je sais qu'il y a des financements colossaux qui sont alloués aux États pour protéger l'environnement et l'écologie. Mais malheureusement, lorsque cet argent arrive, permettez que je finisse, dans notre pays, le Cameroun, il est tout simplement détourné. Mais on n'a pas pourtant le Rwanda qui fait preuve voilà, d'une gouvernance écologique et environnementale. On a même la République du Congo qui a encore ces grandes forêts en plein cœur de Brazzaville. Okay. Ce sont des gens qui comprennent que tant qu'on détruit l'environnement, on détruit la vie. Tiens, Fidélis, qu'est-ce que le gouvernement peut faire de manière tout de suite là pour sauver la population des Dizangué pour lac Moussa? I think that the government has been trying its best to reserve forest natural materials, and which I don't ignore that. And I've seen that they're trying to put in place also some to preserve some lakes, like this one at municipal lake here in Yaoundé, just beside Inam. So with this one at the Sangé, I think that the government is not sleeping. I think they are going to do something about it. But before I drop, just permit me... No, come back. Okay. The brief now. Come back. OK. Right. Charles Lisan, justement, les populations se plaignent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver? On a suivi le cri de cœur des populations. Oui, l'expert ici sur la table a tout dit. Oui. Il a parlé, il a dit qu'il se dévait de son vêtement de militant. Et il a pris le tour de militant écolo. Il a parlé. Bon, je souhaite quand même dire à mon frère Fossin qu'il y a quand même la commission de la scène qui existe et qui fait désormais partie d'une institution spécialisée du système des Nations Unies, parce que la préservation de l'écosystème dans le lac Tchad est aussi devenue un enjeu mondial, tout comme la préservation du bassin du Congo, qui fait partie du deuxième poumon écologique du monde après l'Amazonie. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Le problème c'est que là, il peut vous rejoindre, c'est que l'Amazonie. Je dis l'Amazonie, oui, après en termes de forêt. Donc, je voudrais faire comprendre à Fosson que non. Vous savez, moi je ne rêve pas. Je ne vais pas faire la course du Tour du Cameroun avec une Ferrari. Moi, je vais faire le tour du Cameroun avec les voitures qu'on a chez nous. Oui. C'est ça que moi, je ne rêve pas, je reste sur place. Le problème écologique, l'environnement dans ce pays est en train de naître. Il faut qu'on ait des DJ Yungwa comme ça là. Plusieurs DJ Yungwa pour que, même chez les pays, même dans les pays développés, le combat écologique est encore en train de se mettre en place. Et je pense qu'il y a quand même d'abord la sensibilisation. Là, il nous a expliqué beaucoup de choses. Il y a la transformation de ce qu'on peut trouver comme toxique en quelque chose de positif. Quand j'apprends aujourd'hui qu'Isakam veut transformer les déchets fécaux en biogaz, biomasse, tout ça, c'est quelque chose de bien. Quand j'apprends que les déchets plastiques vont désormais être transformés, recyclés, c'est quelque chose de bien. Donc moi, j'estime que le gouvernement doit plutôt s'approprier les techniques de ceux qui sont des experts à la matière, comme les DJ Yungwa et consorts, pour qu'ils travaillent ensemble, et que le lac qui fait vivre les populations ne devienne pas plutôt une autre cause de soucis, de problèmes, parce qu'il suffira que les bergers de gauche là, viennent faire boire le bétail là-bas, et le fait que l'eau ne soit plus suffisante peut créer encore des tensions. Donc il est temps pour que le gouvernement regarde de ce côté et qu'il multiplie plutôt ce qu'il a commencé à faire en augmentant les budgets. Et il faut savoir que le combat écologiste, c'est le combat de tout le monde. Voilà. S'il y a la forêt en plein Brazzaville, c'est parce que le Brazzavillois a pris l'arbre, il a planté devant sa porte. Donc faisons aussi ça nous-mêmes. Charles Lisan, je reste avec vous. Maintenant, c'est le conseiller municipal que je vais interroger. Voilà. Marché central, c'est chez vous, dans votre territoire. Pourquoi vous construisez, surtout le week-end? Vous avez suivi le reportage? Qui a construit? Les commerçants ou bien la communauté? Qui laisse construire? Voilà, il faut qu'on dise les choses. Oui, qui laisse construire, qui permet de construire le week-end. Pourquoi c'est le week-end? Avançons. Bon, vous avez suivi le témoignage d'un commerçant là? Je le connais très bien. Ah bon, voilà, pourquoi ça? Pourquoi ça? Vous savez, et sur les bouches d'incendie, pourquoi? Je vais dire la vérité. Oui, dites la vérité. Parce qu'au-delà d'être militant du RDPC, je suis un élu. Oui. Et j'ai été élu par les populations de Douala 2e sur un programme.
Et le programme concernait justement la gestion de tous les équipements marchands qui concernent la commune d'arrondissement de Douala 2e. Il y a un problème qui dure depuis Mathusalem, c'est la mafia. Il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent dans la gestion des marchés. Et pour dire le marché central de Douala. Il faut dire que la loi, à ce moment-là, avant qu'on ne mette en place la décentralisation et avant le décret 2015 du PM, se chevauchait. La même loi, dans son article 114, disait que la communauté urbaine, à l'époque, tirait ses principales ressources des places payant marchand sur les marchés. Et la même loi dit aussi à notre article que la commune d'arrondissement tire aussi ses sources des mêmes places. C'est ça que vous comprenez. Maintenant, vous avez le marché central de Douala, qui est dans le territoire de Douala 2e, qui est aussi dans le territoire de la ville de Douala. La ville de Douala appartenant à la mairie de Douala et le marché central étant au marché central qui appartient, le territoire appartient à la mairie de Douala 2e. Vous avez donc un projet. Le PM signe donc en 2015 un décret 1475 qui dit que les marchés sont désormais gérés par les communes d'arrondissement. Ça veut dire Douala 2e. Ça veut dire que Douala 1er peut gérer le marché des deux et tout de suite. Il se pose donc un problème de que comment doit donc transférer? Parce qu'en 1981, quand Paul Biya, Premier ministre, inaugure le marché central de Douala, on ne confère à la communauté urbaine que l'entretien et la gestion. Maintenant, les retombées doivent revenir à la commune d'arrondissement. Vous comprenez? Il se doit passer un bras de fer entre l'application de ces textes jusqu'à aujourd'hui, qui fait en sorte qu'il y a toujours eu un combat intense entre le maire d'arrondissement. Quand il dit maire d'arrondissement, il faut que tous les maires d'arrondissement s'identifient, parce que le problème qu'il y a au marché central de Douala est le même problème qu'il y a dans tous les autres marchés. Voilà, partout, dans le Cameroun. Donc, les maires ont ce problème-là que le petit peu de recettes qu'ils ont, encore que vous avez les taxes d'intercommunalité qui parlent par exemple des taxes de stationnement. Vous avez une rue à Aqua où on vous dit que c'est la mairie de la première qui doit prendre la taxe, et vous avez le gars de la communauté urbaine qui vient qui dit que c'est lui qui doit prendre la taxe. Ça, vous comprenez. Vous avez l'OTVP que vous devez payer, on vous dit que c'est la mairie, et si on vous dit que c'est la commune. Donc, il y a donc ce problème de chevauchement qu'il faut régler. Et ça ne peut que se régler que par la volonté des exécutifs qui sont en place aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que M. Mbassadine, lors de sa prétention à vouloir être maire de la ville, parlait justement de ce transfert-là, de toutes les autorités qu'il faut, et compétences et tout, aux mairies, pour que les mairies gèrent elles-mêmes leur marché. Qu'est-ce qui se passe au marché? C'est tout le monde qui construit au marché. Pour répondre à votre question, c'est que vous avez d'abord certains fonctionnaires, entre guillemets, de la communauté urbaine, qui vendent les places au marché, et qui les font construire n'importe comment, au mépris des restes, du respect des règles de construction. Parce que quand l'incendie déclenche, la bouche d'incendie étant obstruée par le béton, on ne peut plus tirer de l'eau et tout brûle. On vient d'installer les commerçants sur une rue pendant 5 ans. Ou alors, quand ça brûle, on vient nous prendre le sable Cantésef là-bas. On réduit le sable parce qu'il faut réinstaller les commerçants. Voyez donc, il y a tous ces problèmes-là qu'il faut gérer. Et pour terminer, je voudrais dire que les marchés à Douala qui ont été construits par la communauté urbaine de Douala sont 2. Marché des fleurs, marché Sandaga. Tous les autres marchés, soit par fonds propres sur cotisation des commerçants, comme le marché Mbopi, comme une marché. Pourquoi seulement Douala Premier? Non, je parle des marchés qui ont été construits par la communauté. Bon, peut-être parce que. Je demande pourquoi peut-être ont l'intention de construire. Bon, le marché, la communauté est en train de construire le marché, le nouveau marché Congo, qui jouxte le Stade TZF quand on venait du marché à bétail. Oui, ils sont en train de construire le nouveau meul. Marché Congo, là, on fait les téléphones, l'ancien 3e, oui. Donc, pour le moment, les autres marchés, comme Dakar, c'était une coopération Cameroun-Suisse. Marché Mbopi, c'était les fonds, les commerçants, et ainsi de suite. Donc, et il se pose juste un problème de mafia. Moi, je le dis, c'est la mafia. Il y a trop d'argent qui circule entre les marchés, qui paye quoi, qui ne paye pas quoi. Il est inadmissible. Pour répondre? Mais c'est normal, il est inadmissible que sur une même rue, dans une rue, dans un marché, une rue marchande, qu'un commerçant paye la taxe à la mairie et que le suivant paye la taxe à la communauté urbaine. Il y a un problème qui se pose. On va permettre à Faustin Zodjou de répondre. Il n'y a pas de souci. Sur cette façon de faire les choses. Au moins pour une première fois, ils en reconnaissent la mafia dans notre pays. Et le marché central, depuis que je suis né, j'ai parcouru ce marché une seule fois. Ça m'a dégoûté. J'allais chercher une paire de chaussures que je n'avais même pas d'ailleurs acheté, d'abord par peur de me faire agresser. Non, on appelle ça Nebel. Ça m'a. Non, je parle du marché central. Ça m'a. C'est un Nebel, mon frère. On avait soutiré d'ailleurs ma caméra
à l'entrée du marché que j'avais récupéré par un certain Talla. Il est même reconnu au marché central. Bon, maintenant, la gestion des marchés à Douala, du marché central, la gestion du marché central reflète la gestion globale des choses dans notre pays. Parce qu'il est inadmissible que dans un marché comme le marché central, on ne soit pas capable de trouver des textes de loi qui déterminent qui gère quoi ou quoi. Au point où, voilà, s'il y a des textes de loi, il y a donc une cacophonie judiciaire et un trafic d'influence qui s'opère à la tête de l'État. De telle sorte que si les mairies d'arrondissement sont les responsables des marchés, ils n'ont pas par contre la capacité ou le pouvoir de porter plainte. Non, laisse que je termine, monsieur. Non, de porter plainte contre ceux qui font la mafia dans le marché central. Parce que moi, si j'avais été conseiller municipal à la mairie de Douala 2e comme vous, et que je sais que la loi donne à ma mairie la capacité et les pleins pouvoirs de gérer et de percevoir dans ce marché, j'allais tout simplement traîner en justice les agents de la communauté urbaine et les fonctionnaires de la communauté urbaine qui vendent les places en plein jour aux commerçants jusqu'aux escaliers du marché. Bon, maintenant, la question de fond est celle de savoir, comme dans plusieurs cas de procès, est-ce qu'en traînant ces individus véreux en justice, la justice camerounaise telle qu'on la connaît a la libre... Tu ne peux pas poser un problème et refuser que nous débattons du problème. Je dis ceci, monsieur Zan. Est-ce que vous pouvez aller au tribunal administratif, au tribunal de Ndokoti, et traîner les agents de la communauté urbaine qui vendaient les escaliers et obtenir gain de cause lorsque vous-même vous déclarez que parmi ces agents, il y a les fonctionnaires de la communauté urbaine qui vendaient les escaliers aux commerçants. Si ce n'est pas fait... Il y a aussi les commerçants du marché central si ce n'est pas fait jusqu'à présent, c'est parce que la mafia a envahi et la gestion des marchés, et la gestion de la justice, et la gestion de d'autres institutions de notre pays. C'est pour cette raison que même un commerçant, lorsqu'il voit la déventure de sa boutique être vendue par un autre commerçant qui s'est dit ancien du marché, par un agent de la mairie de Douala 2e, même parce que j'ai connu à l'époque étant commerçant dans ce marché, par un agent de la communauté urbaine, il est en position de faiblesse. Il y a des gens qui ont loué des boutiques, qui ont acheté des boutiques, mais qui ne peuvent pas occuper 2 cm devant leur boutique parce que les 2 cm destinés à la circulation de la population est malheureusement vendu à un autre commerçant qui vient s'installer. C'est vendu par qui? Par les agents de la communauté urbaine, par les agents de la mairie et par certains gestionnaires du marché qui se disent être anciens. En conclusion, comme je le disais pour la fête du lac, ça pose le problème de la gouvernance. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans un état gouverné parce que dans un état gouverné, de tels problèmes ne peuvent pas durer 20 ans. Comment vous expliquez, monsieur Zan? Je suis arrivé au marché central en 2006. Au marché central, je conclus. En 2006. Le même problème se posait déjà. Aujourd'hui, le même problème se pose. Il y a des commerçants, on ne peut même pas circuler dans votre marché, dans votre arrondissement, au niveau du marché central. Alors, parce que vous, en tant que conseillers municipaux, vous n'avez pas la capacité de traîner en justice vos collègues de la communauté urbaine et même certains fonctionnaires et ces mêmes communautés urbaines. Vous ne pouvez pas obtenir gain de cause. C'est une république de mafia et vous ne pouvez pas dire non. La même mafia s'opère partout, de la tête de l'État jusqu'au petit commerçant du quartier. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais merci. Didier Yimkwa, je vous en prie, Didier Yimkwa. Oui, c'est ce qui arrive au marché central est décrié depuis de nombreuses années. Tout à fait. Mais ça veut dire que ça continue. C'est pourquoi au vieux surtout. Oui, et nos équipes ont demandé une interview au nouveau maire de la ville. S'il vous plaît, malheureusement. S'il vous plaît, Serge Alain Autour, je vais prendre juste une digression comme ça là. Pour répondre à mon cher frangin, faut-il que la gouvernance environnementale est une réalité au Cameroun. Elle est un exemple cité un peu partout, même au Rwanda, dont il venait de faire allusion. Mais si on s'installe dans la dialectique du verre à moitié plein, à moitié vide, on ne peut pas évacuer tout ce qu'il a dit. Dans ce qu'il a dit, il y a quand même des choses intéressantes.
qu'il va falloir intégrer, nous les militants écologistes, c'est le partage d'expérience. Revenons donc sur la gestion des équipements marchands. Le marché de Douala, comme d'autres marchés ici à Douala, qui sont surpeuplés, est une illustration parfaite de la malgouvernance urbaine, il faut le dire. J'espère que Madame le ministre de la Ville est en train de me regarder, qui depuis un certain temps parle des villes intelligentes, des villes résilientes au changement climatique, des villes durables. C'est des villes dont la planification, la construction doivent respecter un certain nombre d'exigences environnementales, écologiques, énergétiques, sociales, sociétales, mixité culturelle. Voyez-vous, vous avez une ville comme Douala. En 2035, Douala sera 9 millions d'habitants. Lorsque vous regardez Douala, ça ressemble à quoi? Si vous voyez une photo... Vous avez les chiffres aujourd'hui? C'est 9 millions d'habitants. Aujourd'hui, on nous dit que Douala, c'est moins de 2 millions d'habitants. Et comment vous avez fait pour avoir... les chiffres que je donne, vous pouvez aller les chercher à l'Institut national des statistiques. Oui. Aujourd'hui, on nous dit que Douala, c'est 3 millions d'habitants, qui a 9 députés, alors que si on prenait les calculs, sans Mélimal, toute la région du Sud a presque 11 députés. Si les calculs étaient bien faits, Douala sera au moins à 30 députés. Peut-être ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais c'est le débat. Vous comprenez? Douala produit 3090 milliards de recettes locales par an, mais en reçoit moins de 5%. Ok, voilà. Sans toutefois absoudre la gouvernance de qui que ce soit. Même moi, j'étais au marché central. J'étais sur la construction des escaliers. On arrive au terme. C'est pour dire que dans une ville où le taux de croissance démographique est de 5%, il faut en tenir compte. Vous comprenez? Il y a une population de commerçants qui connaît une excroissance. On peut construire ailleurs. Bien sûr, pourquoi pas? Regardez ce que ce soit. Il y a à peu près 30 marchés ici à Douala. Oui. Mais tous ces marchés sont dépassés. L'autre jour, nous passions au marché Bounamoussadi, tout ça parce que nous voulions mettre sur pied un programme de nettoyage du marché. On ne pouvait pas circuler dans le marché. C'est la boue partout. Donc moi, je pense qu'il faut penser à une autre vie. Ok, merci Faustine Zodjou, merci DJ Imkwa. Thank you, Mr. Chia, for coming. Merci à vous également, Charles Elisan. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro, le premier de la semaine, et qu'il en soit. Bonsoir, au marché central de Douala.